pour poursuivre sur cette lancée, j'inviterai maintenant Dr Saïma Hassan à me rejoindre sur scène. Dr Hassan a commencé sa pratique en 2016 comme chirurgienne oncologue au CHUM et chercheure régulière au CR-CHUM. Dr Hassan est la titulaire de la chaire Banque Scotia en diagnostic et traitement du cancer du sein et elle a été honorée par la Fondation du cancer du sein du Québec pour le prix Relève scientifique en 2019. Elle est également co-directrice du groupe de recherche clinique du CHUM, où elle a été investigatrice principale et co-investigatrice de plus de 55 essais cliniques. Alors, ce matin, Dr Hassan va nous parler des mythes qui entourent justement la recherche clinique et les critères de sélection pour participer à un essai clinique. Elle va en profiter, et ça, c'est très intéressant, j'ai bien hâte de vous entendre là-dessus, pour déboulonner les mythes les plus courants. La voici. Bonjour, merci pour me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui. C'est vraiment un honneur d'être ici parmi vous. Donc, la recherche clinique, pour moi, c'est la capacité à défier en question les stratégies de traitement actuelles à améliorer la qualité des soins des patientes avec le cancer du sein. En 2023, dans les États-Unis, la survie de 5 ans est rendue à 91 % chez les patientes avec le cancer du sein. Depuis les dernières 30 ans, on était capable de diminuer le taux de mortalité par 50 % pour les patientes avec le cancer du sein, ce qui est vraiment différent en comparaison des autres cancers. Je vais aborder quelques enjeux de l'histoire dans le contexte des études spécifiques. Mais c'était dans les 1970 où on avait vu que l'ajout de la chimiothérapie après la chirurgie radicale a amélioré la survie de 5 ans chez les patientes préménopausées. En 1970, on avait vu que l'ajout de la radiothérapie après une chirurgie radicale a diminué le taux de récidive locale grâce à une étude de NSABP B02. Jusqu'à 1970, il n'y avait pas des études aléatoires qui avaient montré qu'est-ce qu'on faisait au niveau de chirurgie. Jusqu'à ce temps-là, les chirurgiens font une chirurgie disfigurante, une chirurgie radicale du sein avec les muscles et tous les ganglions. C'était la seule manière chirurgicale pour traiter le cancer du sein. En 1974, un protocole avait montré que si on ajoute la radiothérapie avec une mastectomie totale sans faisant une chirurgie disfigurante, on était capable d'avoir la même survie. En 1984, le protocole de B06 a montré qu'on était capable de faire une mastectomie partielle avec la radiothérapie et les survies étaient la même qu'une chirurgie radicale. Donc, les protocoles de recherche ont changé la manière qu'on avait fait la chirurgie, ont changé la manière qu'on traitait les patients. Donc, aujourd'hui, je vais aborder plusieurs mythes de la recherche clinique. Numéro 1, que participer ne m'aidera pas. Numéro 2, pourquoi dois-je être le cobaye? Numéro 3, l'essai clinique ne me donnera qu'un placebo. 4, les essais cliniques sont réservés aux personnes très malades. 5, je n'étais pas admissible à un essai clinique, donc je ne serais pas admissible à aucun essai. Et 6, j'étais retirée d'un essai clinique, donc je ne suis pas admissible à un autre. Première mythe, participer ne m'aidera pas. Ce n'est pas vrai. Les patientes sont suivies de très près dans une équipe médicale, principalement avec des médecins et des infirmières, mais également tous les autres professionnels de santé. Les infirmières qui participent à la recherche clinique peuvent offrir une attention plus soutenue car elles ont moins de patientes, ils ont un suivi beaucoup plus serré. Des nouveaux traitements peuvent avoir des bénéfices importants pour les patientes qui participent à l'étude. Mais il y a des autres questions qu'on évalue également. Est-ce qu'on peut informer les patientes avec les tests que peut-être qu'on n'a pas besoin de chimiothérapie ou peut-être les traitements pour une plus courte durée de temps?
Ces grandes études internationales, pourquoi est-ce qu'on doit participer? C'est quoi le rôle de Québec dans tout ça? En 2001, le protocole B18, une étude internationale a voulu évaluer le rôle de la chimiothérapie préopératoire en comparaison de la chimiothérapie post-opératoire. Le Québec a contribué environ 40% des patients dans cette étude. En 2020, il y avait un protocole RxPonder. C'était une étude internationale qui a voulu évaluer le rôle d'un test génétique qui s'appelle Oncotype chez les patientes avec le cancer de sein hormonodépendant, ganglion positif. Québec a participé, puis on avait montré qu'il y avait une importance de ce test pour diminuer le rôle de la chimiothérapie, en avoir la même survie les patients qui n'ont pas reçu la chimiothérapie. Aux même époque, nous avons fait une étude locale pour savoir c'était quoi l'utilité de ce test chez les médecins québécoises pour savoir est-ce que c'était vraiment quelque chose applicable à notre province. Puis on avait trouvé que oui, effectivement, c'était quelque chose d'important pour notre pratique et également peut diminuer les coûts pour traiter les patientes. Donc, ça devient une force pour convaincre le gouvernement pour rembourser ce genre de test. Pourquoi devrais-je aider les entreprises pharmaceutiques dans leurs études? Une question que quelques de mes patientes me demandent. Il y a plusieurs façons de financer les études cliniques, soit par le gouvernement, comme les IRSC, NIH, NCI, les essais parrainés par les groupes coopératifs comme NSABP, NRG, CCTG, un groupe coopératif et industrie combinée, et les entreprises de l'industrie. La vérité, c'est que le gouvernement, les financements gouvernementaux partout dans le monde a diminué beaucoup, surtout en Canada. La seule façon de financer, de parrainer ces genres d'études, c'est qu'il y a une plus grosse implication des industries. Et je peux dire facilement que les collaborations entre les groupes coopératifs et les industries est un genre des études qui ont beaucoup plus commun, et également les industries seules. Un exemple de ce genre de projet, c'est le protocole de Keynote 522. Cette étude a montré que l'immunothérapie pour les patientes avec le cancer de sein triple négatif, un sous-type agressif qui n'exprime pas les récepteurs hormonaux ou HER2+. Et cette étude avait changé la manière qu'on pratique pour les patientes avec le cancer de sein précoce avec le cancer de sein triple négatif. C'est quoi la recherche translationnelle? Dr. Desnoyers avait parlé un petit peu de la recherche clinique, mais pour moi, la recherche translationnelle, c'est la collection des échantillons de tissus du sang, soit dans le cadre de procédures de routine ou dans le cadre d'un échantillonnage supplémentaire. Ça se peut faire partir d'une étude de traitement médicamenteuse ou d'une étude indépendante. Mais la raison qu'on fait ce genre d'études, c'est de mieux comprendre quelle patiente pourrait avoir un meilleur bénéfice. La capacité de cibler des traitements va seulement venir avec la capacité de comprendre les tumeurs dans une manière scientifique, génomique, et à évaluer toutes les composantes. Je peux vous dire un exemple de ce que je commence dans mon laboratoire d'une étude translationnelle. C'est les patientes avec le cancer du sein triple négatif résiduel après les traitements pré-chimiothérapie. C'est une étude multicentrique où on voudrait évaluer plusieurs facteurs, l'expression génique, les marqueurs immunitaires et les bactéries qui sont autour de tumeurs pour les intégrer avec l'intelligence artificielle pour mieux comprendre l'impact sur la survie et si on peut mieux prédire quel genre de traitement qu'il pourrait avoir un bénéfice. Numéro 2. Pourquoi je dois être le cobaye? Les patients ne sont pas les cobayes. Les molécules sont testées rigoureusement dans les laboratoires avant d'être lancées chez les patientes. Souvent, il y a des autres genres de cancers dans lesquels les molécules étaient testées, et chez les patientes avec le cancer de sein plus avancé avant qu'on voit dans le contexte précoce. Les études ont besoin d'avoir une bonne estimation des avantages et des effets secondaires potentiels.
C'est dans cette façon-là qu'ils sont capables d'estimer la taille de l'échantillon et pour mesurer, de trouver le financement pour ce genre d'études. Les effets secondaires sont toujours inclus dans les formulaires de consentement et si cette information n'est pas fournie dans l'étude, les comités d'éthique des institutions soit ne poursuivront pas l'étude, mais d'habitude, ils font les demandes tant qu'ils s'en viennent ces informations. Mythe numéro 3. L'essai clinique ne me donnera qu'un placebo. Chaque essai clinique est différent et le contexte est différent. En général, les essais visent à déterminer si le médicament est meilleur que le soin standard. Et le soin standard pourrait être soit la chimiothérapie ou l'absence d'un traitement. Par exemple, une molécule orale qui s'appelle olaparib, un inhibiteur de PARP, était testée dans deux façons. Dans le contexte métastatique, le bras de comparaison était la chimiothérapie en monothérapie, mais dans le contexte pro-chirurgical, il n'y avait aucun autre soin ou traitement standard, donc le bras de comparaison était placebo. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il va seulement avoir le placebo si vous ne recevez pas le traitement qui est en question. Mythe numéro 3. L'autre chose, c'est que parfois, le nombre de soins n'a pas encore été approuvé au niveau de provincial ou national, mais il sera bientôt. Donc, dans ces situations-là, les patients ont seulement quelque chose à gagner s'ils sont impliqués dans les protocoles de recherche. On avait vu ça dans deux protocoles, le B59 et le 522. À ce moment-là, les soins de standard étaient un petit peu différents de ceux qui étaient dans le contexte de protocole. Donc, ils étaient capables de gagner quelque chose de plus, n'importe quel bras qu'ils étaient impliqués. Numéro 4. Les essais cliniques sont réservés aux personnes très malades. Ce n'est pas vrai. Les essais cliniques ont été conçus pour des différents aspects du traitement du sein, soit le diagnostic, la prévention ou traitement. Par exemple, le protocole de NSABP P1 ou P2, qui ont évalué le rôle de tamoxifène ou raloxifène pour prévenir le cancer du sein. Le CHUM a recruté plus de 300 patients pour ces protocoles-là et avait démontré un très important impact sur la prévention. Les molécules qui sont moins connues sont souvent traitées dans le contexte des patients avec les cancers plus avancés, mais dans le contexte d'une étude de phase 1 ou 2, comme Dr. Desnoyers avait mentionné. Les études sont de plus petites études, environ une centaine de patients, d'où la dose maximale tolérée est identifiée et l'efficacité évaluée. Je n'étais pas admissible à un essai clinique et donc je suis donc admissible à aucun essai. Il y a plusieurs sous-types de cancer du sein et il y a plusieurs contextes. Il y a le contexte néoadjuvant avant la chirurgie, adjuvante après la chirurgie et métastatique quand le cancer a propagé à des autres organes. Dans les 1970-77, il y avait le cancer du sein, puis on regardait la chimiothérapie. Quelle molécule qu'on va utiliser, quelle molécule on va ajouter, puis on a évalué la survie globale. Dans les protocoles récents, on avait divisé le cancer du sein en 3, le cancer du sein hormonodépendant, le cancer du sein HER2+, et le cancer du sein triple négatif. Avec le cancer du sein hormonodépendant, on évalue les différents traitements anti-hormonaux, lesquels, le durée, et quelquefois une autre molécule qui s'appelle un inhibiteur CDK4/6. Le cancer du sein HER2+, chimiothérapie plus traitement ciblé, soit dans le contexte néoadjuvant ou adjuvant, et le triple négatif, la chimiothérapie plus immunothérapie dans le contexte préopératoire. Mais maintenant, le cancer du sein hormonodépendant est même divisé encore dans des différentes catégories, selon l'âge, selon la taille de tumeur, le nombre de ganglions, un biomarqueur qui s'appelle KI67, une mutation en BRCA1 ou 2 ou une mutation en PIK3CA. HER2+, la même affaire, la taille de tumeur, le nombre de ganglions, l'extensivité de la maladie résiduelle, l'expression de HER2 dans le contexte métastatique. Dans le cancer du sein triple négatif, les mutations en BRCA1 ou 2
et l'expression de PDL1, un biomarqueur dans le contexte métastatique. Donc, le cancer du sein est déjà rendu complexe. Les protocoles de recherche sont beaucoup plus ciblés déjà. Mais le futur, ça va être encore plus ciblé. Donc, ça devient encore complexe, mais intéressant pour les patients. J'ai été retirée d'un essai clinique et je ne suis donc pas admissible à un autre. Ce n'est pas vrai pour de nombreuses raisons. D'habitude, il y a des protocoles de recherche qui sont vraiment stricts au niveau de qu'est-ce que c'est acceptable au niveau des effets secondaires. Et si quelqu'un a un effet secondaire, ça veut dire qu'il est une gravité, une certaine gravité, on devrait arrêter le médicament et c'est possible que la patiente devrait sortir du protocole. Mais il y a des autres raisons également. Quelquefois, il y a un autre médicament qui s'en vient dans le marché, puis c'est dans le meilleur intérêt de la patiente de se retirer et de mettre sur ce médicament-là. Et c'est pour cette raison-là que ça devient important de comprendre pourquoi on retire une patiente. Et finalement, si on est intolérante à un médicament, ça ne veut pas dire qu'on sera intolérante à un autre médicament. Il y a une différente famille de médicaments, il y a une combinaison avec les autres médicaments. Donc, le contexte est très important. Donc, en conclusion, la recherche clinique pour les patients atteints d'un cancer du sein a permis nombreuses découvertes révolutionnaires. Les essais cliniques deviennent de plus en plus complexes, notamment en raison des critères de sélection. Mais pour continuer à faire des progrès, ce n'est qu'avec l'aide des patientes qu'on peut faire des découvertes. Merci à tous les patients qui ont participé au protocole de recherche. Puis je suis contente de recevoir des questions. Merci beaucoup. Alors, effectivement, question dans la salle. J'imagine... on a une question pour vrai dans la salle. Merci beaucoup pour cette présentation très informative. J'aimerais savoir, moi, je suis participante dans un essai clinique en radiothérapie. Et puis, je me rends compte qu'avec le type de cancer que j'ai eu, qui était HER2 positif, j'aurais pu possiblement participer au niveau de la chimiothérapie également. Mais comme je ne savais pas que les essais cliniques existaient, donc je n'ai pas posé la question. Ma question est, est-ce qu'on peut être dans 2 essais cliniques en même temps? C'est une très bonne question. En général, ça dépend du contexte, mais en général, c'est non parce que c'est difficile. On ne sait pas l'impact d'une molécule ou une affaire qui pourrait avoir un impact sur l'affaire qui est en train d'être étudiée dans un autre contexte. Mais ça vraiment dépend des situations. Il y a quelquefois des autres contextes qu'ils voient et on devrait regarder les règlements de chaque protocole. Mais en général, la réponse est non, mais ça dépend du contexte. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oh, oui. Bonjour, merci pour votre présentation, c'est très intéressant. Dans une de vos diapositives, vous parlez d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact justement dans les essais cliniques? C'est une très bonne question. Moi, j'ai abordé ce sujet-là dans le contexte de la recherche translationnelle. Mais je suis sûre et certaine que l'intelligence artificielle est en train d'être partie de toute médecine dans plusieurs façons au niveau de diagnostic, au niveau de différentes capacités. Donc, je suis certaine dans la recherche clinique, il y aura une capacité de prédire soit qui patients seront avoir un bénéfice ou comment de mieux avoir des patients dans les protocoles de recherche. Donc, je pense qu'il y a un avenir pour ça, puis ça se peut venir. Mais à ce moment-là, c'est au fur et à mesure, mais en médecine, ça change beaucoup. Est-ce qu'on aurait d'autres questions, madame? Oui. Moi, j'ai eu le cancer en 2010. On va vous apporter un micro. Bonjour. Ça, j'ai eu le cancer du sein en 2010. J'ai refusé la chimio, mais j'ai accepté la radio. J'ai eu 21 traitements en radio. J'étais traitée à l'hôpital juif avec le docteur Basic. Je suis vraiment très, très satisfaite de tout ça. Puis, je suis toujours en vie, puis ça va bien. Des fois, on a des petits creux, mais c'est quand même
Moi, il y a un point que j'aimerais souligner. Il y a quelques temps, il y a eu un très bon reportage dans une revue que je me souviens plus. Et c'était des femmes atteintes du cancer de différents âges. Puis c'était vraiment très, très bien. Puis c'était aussi, on voyait là, quelqu'un qui avait été opéré ou pas. Là. Mais moi, je me dis, ça fait un bout de temps de ça. Est-ce que ce serait possible qu'on leur fasse un peu cette étude-là? Parce que bien souvent, le physique, bien, on a peur de... En tout cas, je pense que vous me comprenez, là. Alors, c'est tout ça. Moi, je me dis, si ça peut... Parce que ça sensibilise vraiment beaucoup les gens quand on fait un bon reportage de ça. C'est beau. Merci, Madame. Merci. Je n'ai pas nécessairement compris la question. Au niveau de l'âge, vous voudrez qu'on... Est-ce que vous pouvez expliquer juste encore une fois? Oui. Oui, c'est ça. C'est comme vraiment de tous les âges, de tous les milieux, en faisant un profil de qu'est-ce que... Pour voir que les femmes sont toujours voulantes, sont toujours en santé. Et comme on disait tout à l'heure, le matin, là, quand on se lève, là, puis dire merci, mon Dieu. Puis plusieurs fois dans la journée, on peut se le dire aussi. Oui. C'est beau? Oui. C'est un reportage, en fait, sur le parcours des survivantes de tous les âges. Puis on voyait les photos, on voyait vraiment là, le physique. Là. Mais ça pourrait être refait aussi parce que, en tout cas, je trouve que c'était très bien fait quand je l'ai vu, mais je n'avais pas eu le cancer encore. Fait que, disons, le faire à différentes étapes de la vie, ça peut être concluant. Absolument. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou des questions en ligne? Oui? Merci pour la présentation. En fait, c'était pas tellement une question, plus qu'une seconde réponse pour la dame par rapport aux essais. Bien, moi, je suis infirmière en recherche à Sherbrooke. Puis, en fait, on peut pas habituellement, effectivement, participer à 2 études en même temps. Par contre, de façon... vous pouvez faire la radiothérapie, puis à un moment donné, vous pouvez aussi possiblement participer à d'autres études, pas en même temps, mais c'est souvent, tout dépendant de ce qui est offert au moment où il y a le problème ou pas. Il y a possibilité quand même de participer à d'autres études supplémentaires, même si ce n'est pas en même temps. Madame McPeak. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on pourrait expliquer c'est quoi l'implication d'une patiente dans une étude? Comment ça se passe? Puis, l'implication d'une patiente, s'il vous plaît? Merci. Donc, pour nous, dans un centre de cancer qui est spécialisé pour le cancer du sein, quand il y a des patients qui viennent nous voir, on a un système de dépister tous les patients pour être certaine est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils sont éligibles à un protocole de recherche. Et dans ce contexte-là, c'est nous qui proposons aux patientes est-ce que si elles sont éligibles, on propose le protocole, on explique c'est quoi les avantages, quels sont les potentiels effets secondaires, par exemple, si c'est un médicament. Et c'est dans cette façon-là que les patients sont au courant qu'il y a un protocole de recherche, puis ils ont l'opportunité de décider s'ils voudraient être une participante ou non. Quelquefois, c'est les patientes qui viennent soit d'une autre institution parce qu'ils ne sont pas disponibles dans leur institution, puis ils viennent eux-mêmes pour ce protocole de recherche. Mais c'est surtout dans cette façon-là qu'on est capable d'être impliqué. C'est vraiment l'implication d'une patiente. Est-ce que... je suis désolée. Oui, j'ai probablement compris. L'implication, c'est-à-dire pour la patiente, est-ce qu'il y a plus de suivi? Est-ce qu'il y a plus de... Comment ça se passe? Oui, OK, je comprends mieux. Merci, je m'excuse. Donc, oui, effectivement, les patientes ont un suivi plus serré. Ils sont entourés par une équipe des infirmières, des médecins, puis ils ont un suivi plus serré. Donc, ça, c'est la raison
je pense que le plus fort pour être impliqué dans un protocole de recherche parce qu'ils ont une équipe avec eux qui travaille avec eux pour être pour eux pendant toutes les étapes de leur traitement et par la suite. C'est pas juste pendant les traitements, c'est également après la suite des traitements qu'il a suivi continu et ils sont une partie d'une équipe. Donc, je pense que c'est ces sentiments-là qui vraiment est la raison majeure pour laquelle les patients sont impliqués dans la recherche. Effectivement, ça dépend des molécules, ça dépend des protocoles, mais il y a beaucoup des changements importants qui sont venus avec les protocoles de recherche et ils sont capables d'être une partie de ces changements, en être partie de ces protocoles également. On a d'autres questions. Si je comprends bien, avant, pendant et après, la patiente, elle est très bien encadrée. Exact. C'est ça qui ressort. OK. Je voulais savoir, c'est un petit peu en lien avec la même question. Dans la pratique de tous les jours, si vous avez une femme qui est une excellente candidate pour une étude, qui comprend les bénéfices que ça peut apporter au niveau des études, mais qui veut savoir pour elle, qui hésite un peu, qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes-là? Qu'est-ce qui fait le déclic à dire, OK, je vais participer? Il y a deux façons. Quelquefois, c'est le besoin des informations. La majorité des patients sont vraiment, je trouve, intelligentes au niveau de capacité de trouver les informations sur les Internet, mais ce n'est pas ça que je voudrais vraiment forcer ici. C'est les conversations qu'ils ont avec les médecins et les infirmières, mais également les conversations qu'ils ont avec soit des amis ou les patients partenaires qui ont déjà été en partie de ces protocoles ou un genre de protocole similaire. Je pense que c'est les expériences des collègues qui vraiment ont un impact dans cette partie-là. Des patients partenaires, d'ailleurs, on va en reparler un petit peu plus tard, là, ça va être plus clair pour tout le monde. Pourquoi les médecins en région n'offrent pas les essais cliniques? Ouh! On ne peut pas dire à ce moment-là, en 2023, la raison qu'on rit, c'est que le MPICS-3 a effectivement changé ce concept-là. Quand ils ont commencé en 2017-18, il y a seulement 4 institutions universitaires à Montréal qui étaient impliquées à la recherche clinique. Mais depuis ce temps-là, il y a beaucoup de régions qui ont commencé à embarquer dans le bateau de recherche clinique et maintenant, il y a 12 centres hospitaliers qui sont impliqués. Donc, il y a des institutions en région qui sont maintenant, qui participent. Ce qui n'était pas le cas, ça faisait 5 ans. Il y a une setup qui est besoin dans les institutions pour avoir les protocoles de recherche. Les setups, ça veut dire pour évaluer les éthiques, pour avoir des infirmières, pour avoir la capacité d'effectuer un protocole de recherche selon les réglementaires des soit le protocole lui-même et ceux qui parrainent les protocoles. Donc, tout ça devrait être en place avant qu'on pourrait embarquer sur un protocole de recherche. Et ce processus est rendu de plus en plus facile à cause qu'il y a des autres endroits en région qui commencent le processus. Et donc, je pense que ça va pas s'arrêter à 12. On va aller encore plus loin avec ça. Oui, c'est un des buts. Pratico-pratique, est-ce que ça veut dire qu'une personne en région qui aurait un hôpital, justement, qui fait partie du groupe, n'a pas besoin de se déplacer? Probablement pas. Il devrait être... pas toutes les institutions ont tous les mêmes protocoles de recherche. Mais s'ils ont 7 protocoles, oui, ils n'ont pas besoin de déplacer. Mais c'est à vérifier que si cette institution a 7 particuliers protocoles de recherche. Parfait. Madame, vous aviez une question? Si il y a des recherches cliniques pour post-traitement,
pour des gens qui viennent de terminer leur traitement. Je sais qu'il y a des nouvelles molécules pour réduire la récidive, mais est-ce qu'il y a des recherches cliniques dans ce domaine-là? Moi, je trouve une fois qu'on a terminé tous les traitements, on tombe dans un trou. Yes, tout est fini, puis qu'est-ce qui arrive après? Comment on sait que le traitement était efficace? J'ai aucune idée. J'ai suivi des traitements pendant 1 an, puis maintenant, merci, c'est fini. Mais je sais qu'il peut y avoir des récidives, puis je sais qu'il y a des bonnes molécules qui sont sur le marché ou qui sont en développement. Oui, c'est une très bonne question. Je trouve qu'en général que la recherche clinique est concentrée sur le traitement actif des patients au niveau de diagnostic, soit dans un niveau précoce ou soit dans le contexte métastatique, mais dans le contexte post-traitement, il y a très peu des études cliniques qui évaluent ça. Il y a 1 ou 2 protocoles, qui vont venir bientôt, qui vont évaluer après avoir terminé un médicament, si on ajoute un autre médicament, est-ce qu'il y a un bénéfice? Mais également, si je peux dire un petit peu au niveau comme chercheuse de laboratoire, c'est ça les choses que je suis en train de rechercher. Est-ce qu'il y a des tests comme les tests sanguins qu'on pourrait faire pour donner plus de rassurance aux patientes? Qu'est-ce qui s'en vient ou est-ce qu'il y a des inquiétudes ou non? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être abordé au milieu de recherche à ce moment. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ah. Mais en réalité, moi, c'est plutôt une réponse aux 2 dames là, qui sont là, qui ont mentionné peut-être avoir un sondage sur le taux de survie des personnes qui ont été opérées du cancer. Moi-même, j'ai été opérée il y a 2 ans et au bout d'1 an, après tous mes traitements, on m'a suggéré d'être patiente partenaire. Et pour moi, ça a été un cadeau parce que j'ai pu voir que j'étais quand même pas si mal que ça quand on voit d'autres. J'ai l'honneur et le plaisir d'animer un cercle de parole à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et toutes les questions que vous posez, souvent les gens qui viennent à notre atelier nous les posent. Donc, des fois, ils sont un petit peu gênés parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire pour s'adresser à un médecin ou à une infirmière. Donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de prendre en note peut-être le traitement qu'ils auraient besoin ou des fois, les gens, juste de sortir de leur isolement aussi, peut les aider. Et puis, on va référer à notre responsable du groupe et elle peut communiquer avec l'infirmière pivot qui peut faire un suivi avec la patiente. Puis c'est vraiment un cercle fermé, c'est confidentiel. On leur dit tout le temps, ce qui se passe ici, ça reste ici. Si vous nous adressez une question, bien à ce moment-là, vous nous permettez d'en parler. Mais autrement, je vous dirais qu'à l'occasion, il y a eu des gens qu'à la première session, ne pouvaient même pas parler de leur maladie. Ils pleuraient. Deuxième session, ils arrivaient, puis bon, ils avaient hâte de revenir. Ça fait quand même depuis le mois d'avril qu'on le fait. Donc, ça fait quand même, ça va faire 4 mois. Et on a, comme on dit en anglais, on a beaucoup de repeat, tout l'été en plus. Les gens, les mêmes personnes sont venues à nos réunions. Donc, je pense que les gens aussi ont besoin de sortir de leur isolement, puis d'être reconnaissants, parce que c'est beau prendre des médicaments, puis oui, tout le monde, on est fatigué. C'est quelque chose qu'on répète à chaque fois. Oui, c'est correct, c'est normal qu'on soit fatigué. Il faut s'écouter à l'occasion, mais il ne faut pas dormir 2 heures dans l'après-midi puis s'attendre à dormir une bonne nuit.
Donc, je ne sais pas dans les autres hôpitaux si ça se fait. J'ai entendu un peu parler le patient partenaire. Oui, on va en parler après, après le lunch. Oui. En tout cas, on n'est pas des médecins, on n'est pas des psychologues, mais on a tous, on partage toute la même maladie. Donc, je pense que quelqu'un qui a eu un cancer peut comprendre une autre personne qui a un cancer. Tout à fait. Merci pour ce témoignage. Merci de votre implication également.